Bienvenue dans Décideurs du droit. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de la crise sur les libertés. Et j'ai le plaisir, pour en parler, d'accueillir Mathieu Rago, associé chez De Quilin Smith et associé. Mathieu, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelles sont les libertés impactées par la crise sanitaire ? Alors, si vous voulez, juste avant d'évoquer ces libertés qui sont impactées, pour contextualiser un peu ce qu'on est en train de vivre, il faut savoir que le niveau d'atteinte aux libertés actuelles est inédit et sans précédent depuis l'après-guerre. On est sous un régime d'état d'urgence, donc c'est un régime juridique qui confère à l'État des pouvoirs exorbitants du droit commun et qui bouleverse totalement l'équilibre des institutions. C'est un régime qui a été créé par une loi du 3 avril 1955 dans le contexte de la guerre d'Algérie après les attentats du FLN, et puis qu'on a connu depuis à plusieurs reprises. Donc les Français ont connu des états d'urgence, notamment en 2015 après les attentats terroristes sur le territoire national. On a vécu 2 ans d'état d'urgence. Les Français l'ont moins vécu parce que c'était surtout des mesures d'enquête, etc. Mais on a connu ça. Et puis là, on a franchi un palier supplémentaire avec cet état d'urgence sanitaire qui a 3 spécificités à mon sens. La première, c'est son motif. C'est qu'on est un motif sanitaire de protection de la santé. La deuxième spécificité, c'est l'influence importante de la communauté scientifique, des experts dans le processus décisionnel. Ça, c'est quelque chose d'assez inédit. On voit que tout le monde se réfère aux avis du comité scientifique, y compris le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 novembre dernier sur la prolongation d'état d'urgence. On se réfère toujours à ces avis-là. C'est quelque chose d'inédit. Ça joue aussi, là encore, sur l'équilibre de nos institutions. Et puis la troisième spécificité, c'est l'ampleur de l'atteinte. On n'avait jamais connu un tel niveau, un tel degré d'atteinte à nos libertés. La première, la plus évidente que tout le monde peut expérimenter, c'est l'atteinte à la liberté d'aller et venir, puisqu'on doit justifier de chacun de nos déplacements avec des motifs précis pour se déplacer, sous peine d'être sanctionné, avec le risque d'ailleurs que l'agent qui nous contrôle ne soit pas convaincu par la légitimité ou la réalité de notre motif. Donc c'est une atteinte extrêmement importante à la liberté d'aller et venir. Avec ces attestations qu'on doit fournir. Avec les fameuses attestations. Une autre liberté dont énormément de Français ressentent l'atteinte, c'est l'atteinte à la liberté d'entreprendre. C'est que énormément de personnes sont empêchées d'exercer librement leur activité, c'est-à-dire qui est leur source de revenus. Qu'on pense, il y a eu déjà une batterie de référés devant le Conseil d'État sur ces thèmes-là. On a eu les patrons de discothèques, on a eu les patrons de salles de sport qui sont fermés également. Donc voilà, on a toute une série d'activités, tous les arts vivants, les spectacles d'une façon générale, qui n'ont pas nécessairement donné lieu à des référés, mais en tout cas, on a ces atteintes très fortes à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et industrie. On a eu déjà aussi des référés sur la liberté de culte, puisque on peut plus, les cérémonies sont désormais fermées. Et puis récemment, là, avec la décision du Conseil d'État de vendredi dernier, on a eu une atteinte à la liberté de communication et d'expression avec les libraires. Alors justement, que dit le juge des référés dans cette décision ? Alors dans la décision librairie, elle est assez emblématique, elle est assez symptomatique de la façon dont raisonne le Conseil d'État dans ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il prend une balance. Sur un plateau, il pose la protection de la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, et sur l'autre, il va poser la liberté dont les requérants demandent la protection. C'est un contrôle de proportionnalité. Exactement. Et le Conseil d'État, les juges vont examiner s'il y a une disproportion manifeste, s'il y a un déséquilibre manifeste entre la protection de la santé et l'atteinte qui est portée à la liberté. Dans la décision des libraires de vendredi dernier, le Conseil d'État reconnaît que les livres ont un caractère essentiel. Il reconnaît l'importance de la littérature dans la vie. Il faut aller défendre cette exception culturelle française, mais néanmoins le coup près tombe. Il n'y a pas de déséquilibre manifeste. La protection de la santé doit encore primer sur la liberté d'expression et de communication, dont le Conseil d'État reconnaît l'atteinte. Mais il n'y a pas de déséquilibre manifeste. Alors, est-ce que ça veut dire que ces décisions, ces annonces gouvernementales, ces décisions du gouvernement sont inattaquables ? Elles ne sont pas inattaquables, elles sont au contraire très contestables même. C'est que, ce qu'il faut bien voir, Arnaud, c'est que ces décisions, elles sont prises dans un contexte d'urgence par le gouvernement et par le législateur même. Elles sont prises dans un contexte, dans un environnement juridique qui est inédit pour les services également de l'administration, avec des considérations politiques qui parfois viennent influencer la prise de décision. C'est pour ça qu'on voit des décisions à caractère général et absolu, alors que, par exemple, pour les libraires, on pourrait imaginer des conceptions plus localisées, plus fines, des ouvertures et des fermetures en fonction des risques locaux. Et donc on a un contexte décisionnel qui n'est pas du tout serein pour le pouvoir réglementaire et pour le pouvoir législatif. Donc ils commettent des faux pas. On a été saisis, pour vous donner un exemple, par les fabricants de gel hydroalcoolique
dont les produits ont subi un gel, enfin même pas un gel, un plafonnement de leur prix, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vendre au-delà d'un certain prix, ce qui réduit totalement leur marge. Et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, cette décision, elle manquait de base légale, c'est-à-dire que la base légale choisie par le gouvernement ne permettait pas de plafonner ces prix. Il manquait de base factuelle, puisqu'on n'était pas dans une situation de pénurie du marché. Le marché ne manque pas de gel hydroalcoolique, on était plutôt dans une situation de saturation du marché. Il y a beaucoup de gel hydroalcoolique et de solutions hydroalcooliques sur le marché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'État l'a reconnu. Il l'a reconnu dans des textes officiels. Mais néanmoins, on a cette décision avec une fragilité juridique évidente. Alors, avec ces considérations, est-ce que ça veut dire que les entreprises ont quand même intérêt à agir contre ces décisions? Et si oui, sur quel levier peuvent-elles le faire? Alors, quand on est du point de vue des plaideurs, des conseils, c'est très tentant quand on voit de telles fragilités juridiques de vouloir conseiller aux clients d'attaquer, parce qu'on sait qu'on peut faire annuler, on sait qu'on peut avoir un succès devant le juge. Mais on doit tenir compte de tout l'écosystème en réalité dans lequel évolue la société. Il y a d'autres considérations que strictement juridiques qui entrent en ligne de jeu lorsque on prend une décision d'agir. Il y a une question de tempo. Il faut être dans le bon tempo. On va agir dans des procédures de référé, ce qui sont des procédures d'urgence. Et donc, il faut agir au bon moment. Là, typiquement, dans la décision des libraires, l'action a été introduite quand on était en montée en puissance à nouveau de l'épidémie. Peut-être que l'appréciation du juge serait différente dans un mois si on voit une décroissance, on ne sait pas. Peut-être que l'appréciation de cette disproportion sera différente. Donc il y a une question de tempo dans cette opportunité d'agir. Et puis il y a des enjeux réputationnels. Lorsqu'une société vient défendre ses intérêts économiques, donc une marge commerciale, et qu'en balance il y a la protection de la santé, même si derrière une marge commerciale il y a évidemment une capacité d'investir, de recruter, enfin il n'y a pas que des bénéfices derrière une marge commerciale, mais on sait que ça peut être mal compris par l'opinion publique et ça peut générer ce qu'on appelle du bad buzz, et donc c'est des considérations qui doivent être également examinées. Et puis une troisième série de considérations, c'est que parfois la voie de la négociation avec les pouvoirs publics est préférable à la voie contentieuse. C'est possible de négocier ? Bien sûr, il faut négocier avec les pouvoirs publics. Ils savent qu'ils prennent des décisions juridiquement avec des solidités juridiques relatives, disons, et donc il faut tenter cette voie. Il faut aller frapper à la porte des administrations qui ont pris les décisions et d'essayer de voir si on peut obtenir des choses par la voie de la négociation. On peut obtenir certaines choses, il y a des limites dans ce qu'on peut obtenir, une fois plus, parce qu'il y a des considérations politiques dans toutes ces décisions, mais il faut essayer. Inversement, parfois on va avoir une décision dont la contestation en justice sera difficile parce que nos arguments juridiques sont peut-être pas flagrants, évidents, mais on peut avoir des considérations qui vont nous inciter à agir en justice pour faire naître un débat dans l'opinion publique, pour créer une émulation autour d'un sujet. C'est ce qu'ont fait certaines associations religieuses pour demander un débat devant le Conseil d'État donc sur la liberté de culte. C'est peut-être ce qu'ont fait aussi les libraires. Ils se sont dit que de toute façon, ils allaient faire naître un débat, et il y a eu un débat sur l'ouverture des librairies. Donc finalement, dans une décision d'agir en justice, il ne faut pas s'attacher qu'à l'aléa, c'est-à-dire qu'aux chances de succès ou d'échec, il faut aussi s'attacher à l'objectif, et c'est l'objectif qui doit guider avant tout l'action. Mathieu, merci pour cet éclairage. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Décideurs du droit.